Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue d'un regard croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord des États-Unis. Donald Trump rencontre 5 présidents africains à la Maison-Blanche. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo, reprise des négociations entre la FCM23 et le gouvernement au Qatar. Troisième sujet, nous parlerons du Sénégal, le projet d'Econ City enterré par les autorités. Puis nous terminerons, bien évidemment, par le Togo municipal, continuer la campagne électorale ou renoncer, le dilemme de l'opposition. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi, Gabin Adjao, vous êtes juriste et directeur des cabinets Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. Samir Ougosama, notre deuxième invité. Samir, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des enfants, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants, ICJVE. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément aux habitants et lecteurs de notre grande commune à Gonive 1, c'est dans le Grand Lomé, le jeudi 17 juillet 2025, jour de vote. Vous, électeurs de notre grande commune à Gonive 1, auront une décision importante à prendre, celle de choisir le candidat Samiroudine Ourosama en votant massivement pour la liste du parti Cercle des leaders émergents clés. Mobilisons tous nos proches habitants et électeurs de la commune à Gonive 1 autour de la liste du parti clé. Et comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis, un très bon moment, toujours grâce à New World TV. Merci beaucoup à vous, Samir, d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir, docteur. Samir Ourosama également, candidat pour les municipales du 17 juillet prochain. Vous êtes sur la liste clé dans la Gonive 1, c'est bien cela? Bien évidemment. Merci docteur. beaucoup à vous, Samir. Alors, avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Maison-Blanche aux États-Unis. Donald Trump rencontre 5 présidents africains. Justement, à la Maison-Blanche, le président américain a rencontré ce mercredi 9 juillet 5 présidents africains. Il s'agit des chefs d'État du Libéria, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et du Gabon. Rencontre dans un but de renforcement des relations commerciales entre les États-Unis et ces pays. Un renforcement des relations qui se fait de plus en plus entendre au moment où la Chine aussi, de son côté, renforce son influence commerciale sur le continent. Les États-Unis veulent renforcer leur présence. Donald Trump, au-delà des divergences qui peuvent exister entre les États-Unis, ou du moins c'est la politique de Donald Trump et les pays africains, il a quand même rencontré 5 chefs d'État africains ce mercredi. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Donald Trump rencontre les présidents des 5 pays d'Afrique pour parler économie. Oui, c'est ce à quoi on a assisté hier. Et moi, c'est quelque chose qui ne me dit absolument rien. Plutôt, ce sont des choses qui, ma foi, m'offusquent à chaque moment que je vois ce genre de rencontre où on convie les chefs d'État africains qui prennent l'argent du contribuable, prennent du fuel pour mettre dans des avions et se rendre dans ces pays-là. Moi, ce sont des choses qui ne me plaisent pas véritablement. Parce que des liens commerciaux qui vont bénéficier aussi au pays, Gabin Adjaro. Non, pas du tout. Écoutez, c'est une attitude condescendante que moi je constate. Si les États-Unis ont véritablement besoin de l'Afrique pour des échanges commerciaux et autres là, que Donald Trump se déplace pour venir en Afrique aussi, pour parcourir ces pays-là et discuter avec les présidents de ces pays pour voir dans quelle mesure on peut coopérer ensemble. Parce que là, on est en train de parler de coopération. C'est tout à fait infâme que de réunir des chefs d'État africains autour d'une table devant un certain Donald Trump qui dictait ses règles. Parce que déjà, quand la personne vous fait venir sur son terrain, ça veut dire que premièrement, il vous a dominé. Donc, dans les échanges, il va encore faire prédominer lui ce qu'il pense. Donc, quand les chefs d'État africains, notamment Brice Oligui Nguema, qui dit même que Donald Trump mérite le prix Nobel de la paix, des choses du genre, ça devient un peu rigolo à mon sens. Et il y a certains qui se réjouissent de cela, tout simplement parce qu'on dit que non, si les États-Unis t'invitent, ou bien si Donald Trump t'invite à la maison, ça veut dire que bon, au moins dans ton pays, il y a une sorte de démocratie. Non, Donald Trump ne plébiscite pas, ou bien ne choisit pas par rapport
à l'idée de démocratie. C'est une question de géostratégie qu'il fait. Et puis, il veut faire asseoir pratiquement son pays dans ces pays-là. Quand on sait très bien qu'il y a eu du chamboulement, il y a eu changement de système. Quand on prend la Mauritanie, c'est un nouveau président qui est arrivé. Quand on prend le Sénégal, c'est un nouveau président qui est arrivé. Quand on prend le Gabon, c'est un nouveau président qui est arrivé. Donc, il veut nouer de nouveaux liens avec ces présidents-là pour pouvoir pérenniser les intérêts des États-Unis. Donald Trump n'a pas fait venir ces présidents-là pour leurs beaux yeux ou bien pour la bonne gestion de leur pays, mais pour faire pérenniser l'intérêt ou bien les intérêts de ces pays-là. Donc, quand on parle d'économie et autres, c'est beaucoup plus par rapport aux richesses minérales et autres là, et aux richesses minières, pardon, que Donald Trump, veut encore rentrer dans le jeu là pour permettre aux États-Unis de pouvoir exploiter au mieux ces pays. Donc, du coup, il faut faire très attention, surtout nos pays africains, nos dirigeants doivent savoir que nous sommes dans une ère où il faut apprendre à négocier d'égal à égal avec l'interlocuteur. Et pour se faire respecter, il va falloir à un moment donné que ces gens-là acceptent aussi de venir sur notre continent discuter avec nous. Mais il ne faudrait pas que, sur la volée comme ça, compte tenu des intérêts, on choisisse les présidents à venir discuter avec. Et puis, par après, on va se foutre de nous, imposer leur désidérata. Non, pas du tout. À un moment donné, nous devons savoir nous respecter. L'Afrique est le continent de l'avenir, dit-on, mais si nous ne faisons pas très attention, ce continent-là sera le continent de l'avenir, certes, mais pas pour les Africains, mais pour les pays occidentaux. Et c'est ce que moi, je suis en train de voir. Moi, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu par rapport au fait que des présidents que j'estime novateurs et autres, Bassirou Diomaye Faye, Brice Oligui Nguema, le président mauritanien, que moi je me dis, ce sont de nouvelles têtes qui sont venues à la tête du pouvoir, à la tête de leur pays et qui pensent réellement à changer les donnes, se rendent aux États-Unis pour pouvoir discuter de ce genre de questions. Je me demande si jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce que les États-Unis ont eu à apporter, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, aux pays africains, je me pose véritablement de questions parce qu'on les a vus à l'œuvre dans le Sahel, on les a vus à l'œuvre un peu partout et les résultats ont été catastrophiques et mitigés pour certains. Donc, à un moment donné, les pays africains doivent se respecter et faire en sorte que ces pays appelés entre griffes puissance-là nous respectent aussi. Alors, Gabin Adjao, que reprochez-vous exactement à cette rencontre? Le fait qu'elle ait lieu aux États-Unis et non en Afrique, ou plutôt le fait que ce soit les États-Unis qui convoquent les présidents africains ou qui les invitent plutôt à aller, ou bien c'est plutôt le fait qu'on veut y renforcer les relations commerciales? Qu'est-ce que vous reprochez à l'initiative? Sur les 3 points, à aucun moment, cette rencontre n'a bénéficié au président africain. Premièrement, on prend de l'argent, des dizaines de millions du contribuable pour se déplacer pour aller aux États-Unis. Et secondo, ça ne serait pas un problème si de retour on avait des milliards, par exemple. Quel milliard? Investissement. La seule chose qu'on bénéficie, c'est le MCC. Et ça aussi, on trie les pays sur la volée. Comment on arrive à obtenir cet argent-là même? C'est encore avec la supervision des États-Unis, de la Maison-Blanche et autres là. Si aujourd'hui, ces pays-là sont allés aux États-Unis pour aller discuter avec Donald Trump, premièrement, Donald Trump les a conviés pour l'intérêt des États-Unis. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ces présidents vont venir dans leur pays faire des discours comme quoi, autour de discussions, on a eu tel, on est revenu avec des milliards pour le pays. Non, ils y sont allés. Premièrement parce que, d'autres ont envie de voir Donald Trump, d'autres ont envie de se faire voir à la Maison-Blanche pour dire que non, nous avons reçu à la Maison-Blanche, le président américain nous a reçus. Mais les résultats concrets, parce que ces rencontres-là, ce n'est pas la première fois qu'un président américain le fait. Il le faisait depuis fort longtemps. Et depuis, qu'est-ce que les pays africains ont eu à gagner véritablement dans cette histoire? On n'a absolument rien gagné. Les échanges commerciaux entre les pays africains et les États-Unis. Mais nous, on exporte les produits bruts et en retour, on nous amène les produits transformés beaucoup plus chers. Et ce qui est encore plus grave est que, on nous parle il y avait un programme là où on peut exporter des produits pour aller vendre aux États-Unis. Oui. Mais là encore, sur le marché, on constate que ce sont les États-Unis qui fixent les prix.
le programme AGOA, on voit que ce sont les États-Unis qui fixent les prix. Et moi, ce sont des choses désolantes. Ces rencontres-là ne sont pas de nature à améliorer les conditions de vie des peuples africains. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Samir Ourosama, que dites-vous de cette rencontre entre le président américain et les 5 chefs d'État africains invités à la Maison-Blanche ce mercredi? Ben écoutez, docteur Guillaume, je voudrais faire un peu de l'historique. Vous savez, en 1961, le président John Kennedy disait que le monde regardait toujours vers les États-Unis et leur démocratie. Parce qu'en fait, quand vous prenez un peu la démocratie américaine, elle est fondée sur le principe d'équilibre des pouvoirs. Donc vous avez une constitution qui prévoit la séparation des pouvoirs entre le président qui symbolise l'exécutif, la Cour suprême qui est donc le pouvoir judiciaire, et puis vous avez le Congrès qui est le pouvoir législatif, donc le pouvoir législatif qui est partagé entre la Chambre des représentants et puis le Sénat. Donc pendant longtemps, la démocratie américaine a toujours été considérée comme une démocratie exemplaire. Malheureusement, au cours de ces dernières années, la donne semble profondément changer véritablement. Parce que, au fait, à l'époque, les États-Unis, dans leur diplomatie, utilisaient le modèle démocratique qu'ils avaient, donc leur démocratie, comme, je vais dire, un outil pour pouvoir faire allier un certain nombre de pays derrière leur idéologie, derrière leurs intérêts et tout. Donc à l'époque, vous avez nos dirigeants africains et peut-être certains dirigeants au niveau donc du Golfe et puis au niveau donc de l'Asie, où le fait même d'être reçu à la Maison-Blanche représentait quelque chose. Cela était considéré, si nous étions à l'église, comme une bénédiction ou une certaine onction donc des choix politiques qui sont opérés donc dans ces pays. Sauf que depuis plusieurs années déjà, ben ça ne marche pas, docteur Guillaume. Cette manière-là, pour les États-Unis, d'infantiliser, entre guillemets, un certain nombre de pays, de nations, autour de leur mythe de démocratie idéale, véritablement, n'a pas marché. Et Donald Trump l'a compris. Vous avez vu au cours de son premier mandat et ensuite son deuxième mandat, où vous avez maintenant une démocratie fondée sur des principes transactionnels. Donc, c'est les intérêts économiques qui guident maintenant la diplomatie américaine. Vous avez vu le cas de l'Ukraine. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé. Et tout récemment, vous avez vu l'accord de paix qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous les auspices donc, des États-Unis d'Amérique, avec la présence remarquable du président Donald Trump en personne. Donc en fait, ce sont des intérêts économiques qui sont en jeu. Et le deuxième élément, c'est que quand vous regardez les propos qui sont tenus par Donald Trump au cours de cette rencontre avec les dirigeants africains du Libéria, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, du Gabon, Donald Trump dit ceci: ces 5 pays sont des endroits dynamiques, avec des terres de très grande valeur, de super minéraux, de grandes réserves de pétrole et des gens merveilleux. Vous avez vu là où il a mis la considération humaine à la fin. Parce qu'en fait, le peuple sénégalais, le peuple mauritanien, le peuple de la Guinée-Bissau, le peuple gabonais ou le peuple libérien n'intéressent pas les Américains. Ce qui les intéresse, c'est ce que vous avez à leur offrir, vos ressources naturelles, vos réserves en pétrole. Et puis, les minéraux de très grande valeur, des minéraux rares véritablement, que vous avez à leur offrir en substance véritablement. Donc c'est ça qui les intéresse. Donc aujourd'hui nous avons quitté une diplomatie fondée sur une démocratie idéale vers une démocratie économique fondée sur des intérêts transactionnels véritablement. Et le troisième élément, c'est que vous avez les 5 pays, vous avez le Sénégal qui est considéré à minima comme une démocratie imparfaite au niveau donc de la sous-région. Vous avez le Libéria qui sort d'une crise véritablement. Et dans cette crise, les États-Unis ont joué un rôle véritablement dans cette crise-là. Les États-Unis ont même été ceux qui étaient dans l'ombre et qui ont participé à ce que ce pays-là se retrouve à un moment donné dans une situation d'insécurité. Vous avez ensuite la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau qui se recherche. La Guinée-Bissau, vous avez un dirigeant qui souffle le froid et le chaud. Un matin, il sort, il dit une chose, après il dit autre chose. Et ensuite, vous avez le Gabon, où le président actuel est venu par un coup d'État. Et ensuite, bon, on a vu tous les mélos qui se sont produits. Et maintenant, il est légitimé sur la scène internationale. Et vous avez la Mauritanie. Vous avez un président qui est arrivé au pouvoir par le processus démocratique. Et ensuite, nous avons vu le sort qu'il réserve à son prédécesseur, véritablement. Donc, vous avez
une panoplie de pays avec des réalités un peu divergentes, un peu de démocratie, un peu de répression, un peu de droits humains, un peu de violation. Mais ça n'intéresse guère les États-Unis. Ce qui intéresse Donald Trump, qu'est-ce que vous avez à nous offrir? Si vous êtes prêts à nous offrir cela, nous serons là à vous accueillir. Sauf que sur le plan africain aujourd'hui, on s'en fout que vous soyez reçu à la Maison Blanche ou que vous soyez reçu au bureau ovale même, au bureau même du président de la... Ça ne représente pas grand-chose, ça ne donne pas grand-chose. Parce qu'en fait, pour finir sur cet aspect, parce qu'en fait, les États-Unis ont compris que leur démocratie idéale qu'ils ont l'habitude de brandir, et en jouant le rôle d'une organisation humanitaire, parce qu'en fait, si vous respectez un peu les droits humains, si vous remplissez un certain nombre d'indicateurs avec le programme MCC, avec le programme Threshold, avec les programmes AGOA et tout, si vous respectez un peu ces principes démocratiques de droits humains, si vous implémentez donc notre démocratie idéale là, on va vous donner quelques fonds là, vous allez essayer de vous débrouiller avec. Fini avec cette manière donc de voir au niveau donc des États-Unis où on pensait que les États-Unis étaient une organisation humanitaire, comment on les appelle, les mécènes, ceux qui donnent de l'argent, vous remplissez un peu certaines conditions, on vous donne. Et donc les démocraties, les États-Unis ont compris que s'ils ne font pas attention, vous avez la Chine qui est amplement assise en Afrique, parce que la Chine, leur diplomatie, ils s'en foutent des questions des droits humains. Vous avez la Russie également, ils s'en foutent du régime politique et tout. Et donc les États-Unis ont compris que allons-y, puisque l'Afrique regorge une grande partie donc des ressources naturelles. L'Afrique, c'est l'avenir. Et donc il faut que tout le monde vienne se servir donc de l'Afrique. Et comme l'a dit Gabin, je vais terminer par là, il faudrait que nos dirigeants fassent extrêmement attention. Parce que ce n'est pas parce que les États-Unis sont la première puissance économique, lorsqu'ils vous tendent la main, vous courez rapidement pour y aller. Alors que le grand défi que nous avons aujourd'hui, c'est de pouvoir transformer nos ressources sur place. Qu'auraient dû faire alors les chefs d'État africains invités à cette rencontre? Non, ce n'est pas une question d'aller ou de ne pas aller. Il faut être ouvert. Nous sommes dans un monde interplanétaire. On ne peut pas vivre en autarcie. Alors, donc on doit s'ouvrir aux autres. Alors que reprochez-vous à cette rencontre? Non, moi je n'ai aucune reproche par rapport à cette rencontre. Mais moi, mon seul souci, c'est qu'on doit faire en sorte que dans les accords économiques, puisque c'est ce qui est en jeu, dans les accords économiques que nous allons signer avec les États-Unis, qu'il y a une plus-value donc à l'économie africaine, qu'on fasse en sorte que les intérêts donc du continent, donc les intérêts de ces pays-là puissent prévaloir sur ces intérêts américains, parce que au-delà du transfert de technologie qu'ils vont apporter, les ressources naturelles, c'est un don de Dieu, c'est Dieu Tout-Puissant qui nous a fait don de cela. Nous devons en jouir et la population dans ces différentes localités doit pouvoir véritablement profiter de ces ressources-là. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.